à tous et à toutes. Nous allons passer donc à la société suivante, Big ID, qui est représentée aujourd'hui par Sébastien Lelarge et qui va nous présenter la démo suivante, transformer la protection des données en un blink of an AI, ou en français en un clin d'IA. C'est à vous maintenant, vous avez à peu près 30 minutes. Merci. Merci beaucoup, bonjour à tous. Donc, je me présente, comme on l'a dit, je suis Sébastien Lelarge, ingénieur avant-vente chez Big ID. On est une société qui a été créée dans le but de rendre la main en fait, aux entreprises sur leurs données, à savoir mieux les connaître. Donc, l'objectif de la session d'aujourd'hui, c'est de vous montrer ça par un cas concret, des données de test. Vous montrer comment concrètement on apporte plus de visibilité sur les données pour pouvoir ensuite les sécuriser ou répondre à des problématiques RGPD ou de gouvernance de données. Alors très rapidement, notre société a été fondée en 2016. On est une start-up qui a cru vraiment très rapidement et maintenant on a un effectif environ de 370 personnes dans le monde. D'accord. Alors, rapidement, quelques slides avant d'aller dans le cœur du sujet. Sur ce slide, ça résume assez bien finalement ce que fait Big ID. Pour pouvoir faire quoi que ce soit sur nos données, on a besoin de les connaître. Et pour pouvoir les connaître, c'est pouvoir déjà les connecter, quel que soit l'endroit où elles se trouvent. Données structurées, données non structurées, du data center, du cloud, tous les systèmes SAP, CRM, Salesforce et ainsi de suite. Voilà, donc ça c'est ce qu'on se propose de faire, sans installation d'agents sur les données, donc il y a une intrusivité qui est limitée proche de zéro, et sans recopie de données non plus. L'intérêt c'est de pouvoir faire cette analyse sans avoir à déplacer les données et créer du risque supplémentaire finalement en les centralisant à un autre endroit. Comment on vous donne la possibilité de connaître les données? C'est ce qu'on appelle nos 4 C. Ici, au milieu du slide, on voit la brique Know Your Data. On va mettre en œuvre 4 techniques qui, toutes combinées, vont amener finalement l'entreprise à bien connaître ses données. On va voir ça dans le détail. Ça va se dérouler de manière incrémentale quand je vais vous montrer la démo pour que vous sentiez bien finalement tous les degrés de technologie qu'on met et pas seulement se limiter à quelques petites choses que beaucoup de solutions proposent aujourd'hui. D'accord. Et la solution Big ID, c'est également construit comme une plateforme. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a cette brique de connaissances, on est capable de proposer des applications qui, elles, vont se focaliser sur un cas d'usage en particulier. Quelle est la qualité de mes données? Est-ce que mes données sensibles sont plutôt bien protégées? J'ai un client qui me demande ses données personnelles. Tout ça, ça va être adressé par des applications qui vont nous permettre d'exploiter justement cette connaissance qu'on a reconstruite automatiquement au travers des scans et de la data discovery. Alors, donc très rapidement, et ça c'est ce qui va être illustré dans la démo, quels sont ces 4 C? Le premier des C, c'est le catalogue. Ça peut paraître un peu trivial de dire ça, mais il faut déjà en avoir un inventaire. Donc on va parler uniquement de la métadonnée à ce niveau-là. Qu'est-ce que j'ai comme fichier sur mes buckets S3? Qu'est-ce que j'ai comme colonne, comme table dans mes bases de données? On va rapatrier cette information-là pour que la métadonnée soit disponible de manière centralisée dans Big ID. Ensuite, on va s'intéresser au contenu de nos données. Il faut pouvoir identifier la nature métier de la donnée et sa sensibilité. Donc on va appliquer des techniques comme des expressions régulières qui sont hyper connues, hyper éprouvées sur le marché, mais on va amener des choses un peu nouvelles qui vont faire appel à de l'intelligence artificielle, à du machine learning, voire même du deep learning, pour pouvoir reconnaître encore mieux les données qu'on manipule dans l'entreprise. Enfin, on a aussi 2 fonctionnalités qui, pour le coup, nous démarquent beaucoup. C'est l'analyse de similarité, par exemple. Nos données, elles sont dispersées, j'en ai dans le data center, j'en ai dans le cloud, mais finalement, c'est peut-être la même donnée qui est dupliquée à plusieurs endroits. Comment je fais pour la retrouver et comment je fais pour la manipuler de manière unitaire, cette donnée, sans avoir à me tirer les cheveux pour pouvoir savoir, bah oui, mes utilisateurs, ils copient mes données un petit peu partout. J'aimerais bien que la technologie puisse m'aider à la retrouver pour moi et éventuellement identifier des données dupliquées aussi. Vous avez des fichiers hypersensibles dans l'entreprise.
En général, on les met à un endroit qu'on contrôle bien, on sait les personnes qui sont capables d'y accéder, mais ces données-là, un jour ou l'autre, elles vont se retrouver sur un OneDrive à exposer au public. Comment je fais pour retrouver ces fichiers-là? L'analyse de similarité va faire ça automatiquement. Et la dernière fonctionnalité dont on est très fier et qui fait qui fait l'objet de plusieurs brevets, c'est la capacité à corréler ces données. Dans chaque entreprise, on a des clients, on a des employés, on a des devices, on a des brevets, on a des tas de choses qui sont des concepts clés de notre SI. Et la donnée, les attributs qui se rapportent à ces concepts clés, finalement, elles se dispersent dans le SI. Comment je fais pour la retrouver? Un cas concret, dans le RGPD, j'ai un client qui me demande ses données personnelles. Comment je fais de manière opérationnelle pour lui envoyer ces données dans le délai de 30 jours sans me tromper? Et clairement, avec la corrélation, c'est le genre de choses qu'on va être capable d'automatiser en utilisant de l'IA. Alors comme dans tout IA, il va y avoir des faux positifs, il va y avoir des taux d'erreur, mais on va être capable d'automatiser tout ça de manière opérationnelle et pouvoir traiter des volumes de demandes qui sont énormes. Voilà. Je vais vous laisser avec les slides et on va passer à une petite démonstration que je vais vous présenter désormais. Alors. Donc, sur cet environnement de démonstration, je vais donner un petit peu de contexte avant de rentrer dans les interfaces. C'est quelque chose de très simple. J'ai mis en place un serveur de fichiers qui contient des données inconnues. Et l'objectif, ça va être de voir comment, de manière incrémentale, on va pouvoir finalement identifier ce que contiennent vraiment ces données. D'accord? J'ai fait la même chose avec une base de données. On va les scanner en live pendant la démo et voir que en activant les différents C de la brique de Discovery qu'on vient de décrire, comment on gagne de plus en plus de connaissances sur ces bases de données. Alors, je vais me connecter. Donc l'environnement qu'on voit ici, c'est un environnement BigID qui est entièrement vierge, qui n'a pas été scanné pour l'instant, dans lequel j'ai défini un certain nombre de sources de données. C'est ce qu'on commence par faire quand on installe la solution. On vient initier des points de connexion sur vos sources de données, que ce soit du structuré, du non structuré. Donc très rapidement, je vous montre comment ça va se passer. On vient tout simplement créer une source de données et on va choisir un connecteur. Donc là, je vais les faire défiler tout doucement pour que vous ayez une notion un peu du genre de système qu'on est capable de connecter. Mais on peut dire de manière assez fiable qu'aujourd'hui, on va couvrir 100% des technologies les plus répandues dans les SI. Et on est plutôt dans une phase où on se focalise sur développer des connecteurs un peu d'applications un peu moins répandues. D'accord? On a adressé le besoin de manière prioritaire. Donc il y a des petites choses sympas comme des ServiceNow, des Salesforce, où les gens ne pensent pas forcément à les regarder. On ouvre un ticket ServiceNow, on attache un document Word dedans. Ce document Word, qu'est-ce qu'il contient? On ne le sait pas. On est capable d'aller scanner ce genre de choses et de vous dire ce que ça contient. Voilà. Donc, j'ai fait cet exercice avec un certain nombre de bases de données. Donc, on va travailler aujourd'hui avec une source de données qui s'appelle Application Data. Ça, c'est un MySQL que je ne connais pas. D'accord. J'ai fait la même chose avec un serveur de fichiers Samba sur Linux qui contient un certain nombre de fichiers qu'on va scanner ensemble. Et j'ai également défini des connexions sur d'autres types d'informations sur lesquelles on reviendra un peu plus tard. Notamment une base de training. On va être capable d'entraîner notre IA avec un jeu de données de documents qu'on connaît. Et derrière, de pouvoir aller scanner des zones inconnues pour dire j'ai retrouvé ces types de documents. Ça va être l'objet de ce qu'on va faire aujourd'hui. Voilà. Alors, on va d'abord commencer par scanner nos sources de données. Je vais vous montrer que le catalogue est vide. Donc, le catalogue de l'application, c'est là où vous pouvez, de manière centralisée, en fait, consulter tout ce qu'on a pu scanner, tout ce que vous avez dans votre SI. Là, c'est vide. On va activer un certain nombre de ce qu'on appelle des classifiers. Là, on va démarrer avec du super basique, des expressions régulières. Donc, j'ai activé dans l'environnement de démo quelque chose qui va être un numéro de sécurité sociale français. Donc, je fais défiler la liste. On vient à peu près avec 300 classifiers par défaut.
pour couvrir un certain nombre de pays et de choses qui sont archi connues pour pas que vous ayez à faire ça automatiquement dès que vous installez la solution. Donc un numéro de sécurité sociale française et un email. Voilà. Donc on va scanner nos sources de données avec ça. Je vais aller dans la partie scan. Et là, je vais lancer mon scan sur ma source de données MySQL. Et je vais également lancer le scan sur mon serveur de fichiers Windows. Donc là, c'est en train de se produire. J'en profite pendant que ça se passe qu'on a une architecture qui est hyper flexible. C'est-à-dire le component scanner, on va pouvoir le mettre dans le cloud, dans on-prem, dans les différentes zones réseau, autant que vous voulez, pour pouvoir contrôler la durée des scans. On va pouvoir faire du scan parallèle. Donc tout ça, ça va être hyper flexible et ça permet aussi de déployer la solution sur une architecture qui va grandir au fur et à mesure qu'on ajoute des nouvelles sources de données. Alors, pendant que ça se passe, je pense qu'on va déjà avoir un certain nombre de résultats. Voilà, ce qu'on voit à l'écran, c'est que j'ai mes deux sources de données qui ont été scannées, donc je peux les consulter maintenant. J'ai un certain nombre d'informations sur ces sources de données, ici dans le panneau central. Mais surtout, ce qui va être important avec BigID, c'est la métadonnée qu'on ajoute par-dessus votre métadonnée. Là, la colonne Attributes, elle me dit que finalement, elle a trouvé dans cette base de données des emails en utilisant des expressions régulières, mais j'ai également trouvé des numéros de sécurité sociale dans un document qui s'appelle attestation de droit. Donc on va aller voir ça un petit peu plus en détail par la suite. Ce qui est intéressant, c'est qu'en ayant juste fourni l'adresse IP, par exemple, de mon serveur de base de données, j'accède à un certain nombre d'informations sur la base de données, notamment sa structure. Ici, on va voir... on va pouvoir faire un distinguo par la suite. Donc j'ai récupéré automatiquement les noms des colonnes, les types de données, et en face de chaque colonne, j'ai mis ce que j'ai vu en activant mes différentes fonctionnalités BigID. Donc pour l'instant, on a identifié deux colonnes, une qui s'appelle email, une qui s'appelle personal email, qui répond à une forme d'email. Donc on est capable de voir un peu la nature des données, faire un peu de profiling, est-ce qu'elle est vide, est-ce qu'elle est plutôt différente, et ainsi de suite, voire même de faire quelques previews, si vous voulez, de pouvoir rapatrier des données réelles depuis BigID. Et là, on fait une requête live pour aller chercher un peu de données. Mais normalement, on ne stocke aucune donnée. Donc cette fonctionnalité peut être désactivée. La même chose sur mon serveur de fichiers. Donc là, je peux filtrer sur la gauche avec un certain nombre de choses. Et là, je vais trouver des fichiers qui contiennent des adresses email. Sur les critères de filtre, on peut requêter la donnée sur une source de données qu'on connaît déjà. Donc ça, c'est quand je veux investiguer un peu sur quelque chose que j'ai déjà soi-disant sous contrôle. Ou on peut demander au système, donne-moi tous les éléments de mon IC qui contiennent des emails, en se focalisant justement sur les attributes. D'accord ? Donc voilà la partie, je dirais, simple. Beaucoup de produits font ça. D'accord. Alors maintenant, on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Et j'ai entraîné l'IA pour cette démo, pour qu'ils reconnaissent un certain nombre de documents supplémentaires. J'ai sur mon bureau, normalement si je arrive à le montrer là, ça c'est les données, voilà. J'ai un répertoire de training dans lequel j'ai ajouté des documents comme des attestations d'abonnement à l'électricité Engie, des documents qu'on reçoit tous, je dirais de manière à titre de particulier, et également des documents d'attestation de droit de sécurité sociale. Donc là, j'ai un petit subset de 20 documents à peu près pour chaque catégorie, avec des données différentes à chaque fois. Et ça, je les ai donnés à manger à l'IA pour créer des nouveaux document classifiers. C'est ce qu'on appelle vraiment, on va reconnaître un document, pas seulement parce qu'il contient un email. A priori, les deux documents pourraient contenir votre email et votre adresse postale. Mais comment je fais le distinguo entre une facture Engie et une attestation de droit à la sécurité sociale? Donc on va avoir cette IA qui va regarder les métadonnées, la taille du document, son auteur, sa structure, comment la donnée elle est formatée, les mots-clés les plus fréquents. Et là, on va pouvoir reconnaître un document d'un autre. Donc c'est ce qu'on va voir dans la suite. Donc je reviens sur ma partie classifier ici. Et vous voyez, j'ai des classifiers attestation contrat Engie et attestation de sécurité sociale. On va les activer et on va relancer un scan et voir ce qui se passe. Donc si je me focalise ici uniquement sur mon serveur de fichiers cette fois-ci, on va relancer un scan. Et là, cette fois, l'IA va prendre le document dans son ensemble. On pourrait très bien mettre les données inconnues dans un seul et même répertoire. Et à la fin, on va arriver
sur des documents qui vont être triés, qui va permettre de les manipuler ensuite ou de les traiter d'une manière différente. Le degré de sensibilité d'un type de document n'est pas forcément le même que le degré de sensibilité d'un autre document. Donc si je reviens dans mon catalogue, vous voyez cette fois-ci, dans la partie attributes ici, on a des classifier.doc. C'est-à-dire que là, on a reconnu un document. Donc si je me mets dessus, si je veux toutes les attestations de contrat NJ, cette fois-ci, voilà, il va me ressortir uniquement, il m'a filtré tous les documents. Alors il y a peut-être le scan est encore en cours. Et vous voyez, on est venu ajouter de l'information dessus. Donc de la même manière que je l'ai fait pour la base de données, je peux prendre une attestation ici. On va détecter que c'est du français. On est capable d'en faire un preview, donc on va voir que du texte, hein, on ne va pas avoir le document PDF. Mais surtout, on vous montre tout ce qu'on a trouvé dessus. Donc j'ai toujours réussi à capturer de manière unitaire une adresse email. Mais surtout, de façon globale, ce document, je l'ai classé comme étant une attestation d'abonnement à l'électricité. D'accord ? Et je n'ai pas du tout capturé la partie attestation de sécurité sociale. D'accord ? Donc ça, on verra s'il y a des questions un petit peu par la suite. Je pense que c'est quelque chose qui amène à un petit peu de questions. Maintenant, je voudrais revenir sur cette application-là. Ici, on a identifié une table qui contient 2 colonnes avec des emails. Donc là, pour un humain, c'est assez facile de se dire, bah là, on a l'adresse personnelle et puis peut-être ici, on a l'adresse professionnelle du client. Mais en termes de sensibilité, c'est pas la même chose. L'expression régulière, elle me dit, là-dedans, il y a des emails. C'est peut-être abc@gmail.com. Ça correspond à rien, mais ça va attraper une expression régulière. L'expression régulière va dire, là, il y a de l'email. Comment je sais si c'est des vrais emails importants pour des employés ou pour des clients? Donc là, on va relancer des scans avec cette fois-ci la corrélation activée. C'est-à-dire que ce que j'ai fait, c'est que j'ai défini des correlation learning sets. On donne de la donnée qu'on connaît déjà sur nos clients ou sur nos employés à BigID. On va échantillonner cette donnée et ensuite on va aller scanner l'inconnu, les bases de données que vous ne connaissez pas. Et on va vous dire, ici, avec telle probabilité statistique, on va retrouver vos données clients. Donc c'est ce qu'on va faire. Je vais cette fois-ci lancer le scan avec la corrélation activée. On va l'avoir là sur la partie structurée. Et je vais faire la même chose également sur les fichiers. Donc ça va se produire. Alors on scanne quand même, j'ai pas donné les ordres de grandeur. Là, à chaque fois que je lance un scan, j'ai 500 documents qui sont scannés. Donc ça reste quand même assez rapide. J'ai fait l'entraînement avec, je crois, c'est 18 attestations de sécurité sociale. Alors, pendant que ça se fait, ce processus d'entraînement de l'IA qu'on vient de voir là sur les documents de classifier, il est souvent itératif chez les clients. On a la capacité à faire apprendre comment reconnaître les bons documents, mais on a également la capacité à faire apprendre à ne pas se tromper. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on on apprend, on scanne, on a des erreurs, vous réinjectez dans le modèle les erreurs et le modèle va s'auto-corriger pour dire « Ah non, celui-là, je ne dois pas le classifier, c'est une erreur ». Et à l'issue de, en général, 3-4 itérations, on a des taux de précision qui sont au-dessus de 99%. Voilà, donc ça c'est intéressant. Alors, si je reviens sur ma page ici de catalogue, je devrais avoir un certain nombre de choses supplémentaires. Voilà, effectivement, on voit maintenant, j'ai un attribut email. Et cet attribut email, finalement, il provient de mes employés ou de mes clients que je connais déjà. On va avoir une information supplémentaire maintenant si on regarde ici les colonnes. Vous voyez, mon email personnel, il attrape toujours l'expression régulière. Ici aussi, mais là j'ai une information supplémentaire. Ça me dit que cette donnée, elle vient de quelque chose que je connais, de mes jeux de données clients réels. Et ça fait une grosse différence quand on souhaite protéger la donnée, parce que là on parle de données de production, on parle de données de vrais clients. Donc on voit clairement l'enjeu d'utiliser des technologies comme celle-là pour se mettre vraiment l'accent là où la donnée elle est importante et essayer d'éviter le bruit. Avec l'expression régulière seulement, je ne serais pas capable de faire ça. D'accord ? Alors, si je vous montre à quoi ça ressemble dans la vue de corrélation, c'est aussi intéressant de le voir. Si je prends l'email, donc là, vraiment l'attribut qui décrit un client, son email, dans la partie de droite, bon là, j'ai une seule base de données, hein, mais ça va me redire avec quel niveau de confiance
l'échantillon que j'ai pris sur ma base client et quand j'ai scanné la base inconnue, finalement, je suis très serein. J'ai 88% de confiance que cet email client se retrouve dans cette colonne. Il y a peut-être de la donnée qui n'a pas été purgée. Et voilà, la qualité de données, elle va influencer sur ce score de confiance. Et cette fois-ci, si je regarde les résultats qui étaient la classification, eh bien, la classification, elle est beaucoup plus sûre d'elle, dans le sens où elle me dit à 100% j'ai capturé des emails dans les deux colonnes. Et voilà, donc en manipulant ces vues-là, on va être capable de savoir vraiment à quoi ressemble notre donnée. Je vais utiliser les dernières minutes qui me restent pour vous montrer également la dernière fonctionnalité qui est le cluster analysis. C'est-à-dire que pendant qu'on se parle, le système, il a également essayé de séparer les documents dans des groupes de données logiques entre elles, mais séparés également. Et là, on voit, ça fait écho avec ce que je viens de vous dire. On avait deux types de documents, des contrats NJ et des attestations de sécurité sociale. Tout seul, on a réalisé ce regroupement et on a créé des clusters ici, alors avec un nom un peu barbare qui correspondent finalement aux mots-clés les plus pertinents quand on a analysé le contenu des documents. Mais je peux très bien l'éditer ici et dire que ça c'est de la sécu sociale. Voilà. C'est un cluster qui a été créé automatiquement. Je peux lui donner une description métier. C'est-à-dire qu'il ne faut pas perdre de ça non plus de vue. Avec BigID, c'est une solution technique au départ, mais l'idée, c'est que ce soit le métier qui puisse utiliser. Donc la notion de tagging de l'information, la notion de donner des descriptions un peu métier, c'est très important aussi dans l'outil. C'est-à-dire qu'on va faire tout le travail de débroussaillage pour trouver où est la donnée, mais derrière, il faut qu'on puisse utiliser dans les processus. Donc on vous donne quels sont les mots-clés les plus pertinents utilisés dans les fichiers. Quels ont été les résultats de découverte? Donc là, le scan, c'est un peu fini. On voit qu'on a trouvé des numéros INSEE. Mais pareil, comment se dit? Est-ce que c'est des numéros INSEE bidons? Ou est-ce que c'est les numéros INSEE, sécurité sociale, de mes vrais clients? Donc là, on a un nouvel attribut, SSN, qui est celui que j'ai utilisé comme donnée de référence. Et ça me dit que ce sont des vrais numéros de sécurité sociale de mes clients ou de mes employés. Et il a été catégorisé attestation de droit. Voilà. Il fait 191 fichiers. Et si je veux avoir la liste des objets, eh bien, je vais avoir la liste des objets de mon cluster. Donc à chaque fois que vous allez rescanner, ces clusters ils vont évoluer. Et là, je ne l'ai pas montré dans la démo parce qu'on est en temps limité, mais cette fonctionnalité de clustering, elle permet également d'identifier les doublons. C'est-à-dire que là, c'est des documents qui se ressemblent. Ils ne sont pas identiques, mais ils sont tous de même nature. Si dans le tas, j'en ai deux qui sont les mêmes, éventuellement même sur une autre source de données, là j'ai un serveur de fichiers Windows, on va dire on-prem, mais si j'ai ça sur un bucket S3 Amazon, le fichier va se retrouver dans le même cluster, et on va dire le cluster, il est à cheval sur le serveur de fichiers Windows, et également sur l'Amazon S3, parce que logiquement, c'est une autre façon de regarder les données en fait. Je les regarde sur leur degré de similarité, quel que soit l'endroit où elle est stockée. Voilà. Donc voilà pour conclure sur cette démo. Je pense qu'au niveau du temps, on est assez bon. Je voudrais prendre quelques minutes qui me restent, voir s'il y a des questions dans la salle. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Oui, s'il y a des questions, je peux passer le microphone. Est-ce que des personnes veulent intervenir ? Vous parliez tout à l'heure de pouvoir reconcilier ou trouver finalement une donnée qui appartient à un utilisateur ou à un nom de client bien précis. Comment est-ce que vous pouvez le faire de manière intuitive, on va dire? En fait, ce principe de corrélation, il se base sur des données de référence. On est obligé de donner à la solution des données que vous connaissez, peu importe la quantité. Et on va aller confronter avec, par exemple, les bases de données. Et si cet échantillon est retrouvé de manière très fiable à un endroit, alors on va le faire en plus attribut par attribut. C'est ça qui est très fort. C'est-à-dire que vous allez avoir une base, peut-être que la donnée client, c'est l'email qui corrèle le mieux. L'autre application à côté, c'est l'identifiant pour se connecter dans l'entreprise tous les jours. On va faire ce travail, vous imaginez la combinatoire que c'est de le faire à la main. En fait, on le fait automatiquement. Et chaque attribut va corréler avec son propre degré de confiance avec chaque destination possible. Et donc, quand il est temps de prendre un individu en particulier, je pense notamment au cas d'usage sur le RGPD
Le client qui vient et qui dit donnez-moi mes données personnelles, il va nous donner un des attributs qu'il caractérise, son adresse email, son nom de famille ou plusieurs. Et nous ensuite on va aller piocher dans cette connaissance de corrélation et en fonction de là où on a de la confiance, on va aller regarder. Alors c'est pas dit qu'on va trouver de la donnée, mais statistiquement on sait que c'est là qu'il faut qu'on regarde et si la donnée match, on la retourne. Et donc on automatise complètement le rapatriement des données personnelles avec une application pour le coup qui fait que ça, qui prend en input l'identifiant de l'utilisateur. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Merci pour la présentation. Donc, si les données sont masquées ou protégées par un mot de passe ou autre protection, qu'est-ce qu'il est capable de faire le moteur? Alors, il n'est pas capable de faire plus de choses que quelqu'un d'autre. C'est-à-dire quand on chiffre les données ou quand on les protège, c'est pour que personne puisse les lire. Donc, il n'y a pas de raison qu'on sache le faire. Concrètement, comment on fait ça chez nos clients? Soit on s'intègre sur un framework de chiffrement basé sur des autorisations. Et là, le compte qu'on utilise a le droit d'accéder à la donnée en clair. C'est-à-dire que comme l'application métier qui lit, qui échange avec la base de données, on est autorisé à les voir en clair. Soit on va travailler sur une copie dédiée uniquement à nous pour quand même caractériser le contenu de la donnée. Dire, elle est chiffrée, ok, donc elle est opaque, mais concrètement, le métier a besoin de savoir ce qu'il y a dedans. Et donc, on a besoin de travailler sur une copie déchiffrée de la donnée. Mais sinon, on va pas casser un chiffrement ou un zip qui est protégé par un mot de passe. On n'a pas la possibilité de le faire. Et on ne veut pas le faire, enfin, c'est pas l'intérêt. Merci. Et quant aux documents qui sont non chiffrés mais masqués, est-ce qu'il y a un process particulier de traitement? On parlait des zones de documents qui seraient anonymisées ou des choses comme ça. Alors, on ne va pas pouvoir reconstituer la donnée non plus, sauf si, ça dépend comment a été fait l'anonymisation. Si c'est de l'anonymisation réversible, on va pouvoir utiliser la corrélation. C'est pas parce qu'un identifiant n'est pas le vrai identifiant d'une personne. S'il est anonymisé, il est peut-être changé de format, des choses comme ça, mais si le reste des données est cohérent, la corrélation va toujours fonctionner. C'est comme ça qu'on valide un droit à l'oubli, par exemple. Et l'entreprise doit dire, j'ai oublié l'utilisateur, personne ne supprime les données. On va toujours les chiffrer ou les anonymiser. C'est-à-dire que si je reviens derrière avec BigID et que j'exécute une demande d'exercice de droit, je dois en théorie retourner 0 donnée. Et ça veut dire que vous avez fait un bon boulot d'anonymisation. Si ce n'est pas le cas, si je trouve quelque chose, c'est que l'anonymisation n'est pas si bonne qu'elle devrait être. Voilà, c'est un peu ça. On peut l'utiliser pour contrôler que l'anonymisation est bonne, mais ça reste des processus robustes. Merci. On a encore le temps pour une dernière question, si quelqu'un souhaite intervenir. Merci. Y aurait-il une dernière question? Personne? Bon, très bien. Merci beaucoup pour votre démonstration détaillée.